Hello et bienvenue sur la chaîne Fille Expat, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes qui ont fait le choix de tenter une nouvelle vie à l'étranger. Je suis Kelly Barichello et je suis partie seule m'installer aux États-Unis puis au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Que tu sois déjà expatriée / immigrée ou tout simplement curieuse de savoir comment est la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, ce podcast est fait pour toi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, j'échange avec mes invités sur leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées mais aussi les moments forts. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre au mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Fille Expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go! Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es prête à passer un petit moment avec moi et mon invité. Avant de la laisser se présenter, j'aimerais juste prendre quelques secondes pour remercier certaines personnes. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, l'application Spotify te permet maintenant de pouvoir interagir gratuitement avec moi et les invités du podcast ou de réagir sur ce qu'elles disent. Au moment où j'enregistre cet épisode, Fille Expat compte 10 commentaires et à ma très grande surprise, 5 de ces commentaires viennent d'hommes. Donc oui, ce podcast laisse la parole aux femmes et il s'adresse à tous les genres. Donc je tiens à remercier Nick, Ludovic et Corentin d'être de fidèles auditeurs et d'avoir pris le temps de nous écrire. Maintenant, les filles, à vous, à vos claviers, car j'ai hâte de lire également ce que vous avez à nous dire. Toi, cher invité, tu utilises quoi comme application pour écouter des podcasts ? Spotify. Ah, et ben alors Marion, il va falloir... Oh, j'ai dit ton prénom, trop tard. Il va falloir nous laisser un petit commentaire. Écoute, maintenant qu'on sait ce que tu écoutes comme application de podcast, est-ce que tu peux nous dire ton prénom, ton âge et la ville d'où tu nous parles actuellement ? Je m'appelle Marion, j'ai 30 ans et je vous parle depuis Séoul, Corée du Sud. Alors, je t'ai préparé une petite série de questions, vraies ou faux, il y en aura 3, qui concernent justement le pays du matin calme, comme on dit, il faudra qu'on en reparle d'ailleurs de cette expression. Mais la première question que j'ai pour toi, c'est en Corée du Sud, le nombre d'opérations cosmétiques est le plus élevé au monde. Alors, le chiffre, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que c'est très élevé parce que c'est dans la culture ici. La réponse est vraie. Alors, j'ai lu qu'entre 19 et 29 ans, une femme sur 3 a subi une opération esthétique. Apparemment, c'est dû à plusieurs raisons. La pression sociétale de l'apparence du physique qui est très importante pour eux. Ils pensent même que ça peut augmenter leur chance de trouver du travail parce qu'apparemment, trouver du travail non plus, ça court pas les rues en Corée du Sud. Et apparemment, le gouvernement aurait mis également des procédures en avant afin de faire venir du monde pour qu'eux aussi puissent profiter d'opérations esthétiques peu chères et rapides. Mais moi, il y a une chose que je voulais aussi citer, c'est que sur ton Instagram, enfin je sais pas si tu te souviens, mais une des premières vidéos que j'ai vues de toi et qui m'a un peu choquée, c'était justement la fois où tu as été faire des photos d'identité. Oui, c'était un grand moment, c'était un grand moment. J'ai dû aller faire des photos d'identité pour ma carte de résident ici et c'est des choses, des photos officielles qu'il faut faire. Donc il faut aller dans des studios photos. Donc c'est très, quand on arrive sur place, on remplit une feuille en fait au départ en choisissant le fond qu'on veut, la couleur qu'on veut et le niveau de retouche. Donc déjà, c'est déjà à l'entrée du studio, on a le choix sur un niveau de retouche. Alors je sais plus exactement parce qu'en plus il y a des phrases garde-moi naturel et le dernier niveau c'est fais de moi une star. Ça montre déjà le degré de comment ça se passe psychologiquement là-bas, voilà. Et après ils nous prennent en photo, donc la photographe très c'est vraiment au millimètre, tout petit peu à gauche, un tout petit peu à droite comme ci comme ça. Et après on passe avec un technicien qui est sur Photoshop et qui nous retouche en live et on dit quand est-ce qu'on veut que ça s'arrête. Mais moi j'étais tellement obnubilée, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Et en fait elle nous maquille, elle nous met les petits cheveux, elle m'a enlevé des épaules, elle m'a même demandé si je voulais enlever mon grain de beauté sur mon visage. Enfin voilà, c'est comme ça. Pour info, je mettrai le lien de ta vidéo Instagram. Je crois que tu l'as sur TikTok aussi. Je ne sais plus où je l'ai vu, mais en tout cas, je mettrai le lien parce que du coup, tu as filmé ce moment où ils font tous ces changements. En tout cas, je me souviens que quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, punaise, si t'es complexée, laisse tomber, ils vont te rendre encore plus complexée. Oui, clairement. Tu mets le doigt sur quelque chose. Ouais. Mais on en reviendra certainement là-dessus. Deuxième question pour toi. Si on va en date, est-ce que tu as été en date avec une personne de Corée du Sud par hasard ? Oui. Donc peut-être tu vas confirmer ça ou non. Il y a de fortes chances qu'on parle de son groupe sanguin. Alors, vrai et faux en même temps. C'était vrai il y a quelques mois. Maintenant, c'est passé sur le MBTI. Le MBTI, c'est la personnalité en fait. Tu découvres ton MBTI via un site internet.
On peut le faire aussi en France, hein, je sais plus ce que c'est le site d'ailleurs, mais ça te dit quel genre de personnalité tu as, quel type de personnalité tu as. Donc ça peut être extroverte, introverte, enfin voilà, plein de C'est le test des 16 personnalités, je crois. Il y a 7 personnalités qui ont été regroupées, oui. C'est exactement ça. Donc en ce moment, c'est plutôt ça. Et il y a même des endroits en Corée dans la rue où on peut avoir une espèce de feuille explicative sur notre MBTI. Donc oui, en ce moment, c'est plutôt le MBTI. Bah écoute, je trouve que c'est mieux que le groupe sanguin parce que justement, enfin, quand je lisais l'article sur le groupe sanguin et qui disait qu'en fonction de ton groupe, ça définissait ton caractère, j'ai lu, moi je suis A positif, j'ai lu, il y avait que la moitié qui était plutôt correcte. Enfin, je vois que j'ai un frère jumeau qui est mon opposé, il est A positif aussi, et je me dis, on n'est pas du tout le même caractère. Donc si tu te bases sur ça, c'est pas du tout fiable Voilà. en C'est fait. vrai que le MBTI fait plus de sens que le groupe sanguin pour le coup. Bon, je suis ravie de voir qu'il y a une évolution, mais bon, voilà, Voilà. j'ai l'impression. Bon, au moins, tu sais, si t'as déjà ça sur ton profil Tinder, là, eh ben, au moins, ça enlève déjà des candidats. Il y en a beaucoup qui ont mis ça sur leur profil Tinder, ouais, tout à fait. Troisième question pour toi, et ça sera la dernière. Les Coréens ont 2 anniversaires. Oui, c'est vrai, pour le moment. Pour le moment, c'est vrai. C'est un peu compliqué à comprendre. Moi, je trouve que ça fait du sens d'un côté. Voilà, il se trouve que moi, j'ai 30 ans, mais en fait, j'en aurai 31, voire 32. Ça dépend du moment où tu es né dans l'année. Mais il compte déjà le temps dans le ventre de la maman, en fait. Les 9 mois qu'on passe, il le compte comme si on était déjà né, en fait. Donc, pour ça que voilà, tout le monde se rajoute un an, mais ça va être aboli là bientôt. Mais je pense que ça restera toujours dans les mœurs, quoi qu'il arrive. Ils auront du mal à s'en détacher. J'ai cru lire, d'ailleurs, t'as fait un sans faute, hein, donc bravo. Merci. En fait, ouais, moi je lisais que du coup, ils ont un anniversaire, on va dire, on va l'appeler l'anniversaire coréen, et un anniversaire international. Donc effectivement, comme tu l'as dit, l'anniversaire coréen, c'est dès que t'es né, t'as systématiquement un an, tu pars pas de zéro, t'as déjà un an. Et je lisais aussi que du coup, quand c'est nouvel an, ils augmentent d'une année aussi. Ils augmentent, mais c'est le nouvel an lunaire ici, c'est pas comme chez nous, c'est pas au 31 décembre, c'est Somnal. Donc voilà, c'est nouvel an lunaire, ce qu'on peut associer au nouvel an chinois en fait, chez nous. Et donc eux, voilà, à ce moment-là, ils reprennent encore un an. Et ils sont toujours plus vieux, et c'est vrai que quand on demande l'âge, il faut toujours repréciser derrière international ou coréen. Comme ça, au moins, on est sûr. Si quelqu'un te dit qu'il a 25 ans, il faut savoir si c'est international ou coréen, parce que ça peut changer pas mal de choses quand même. J'ai déjà du mal avec mon anniversaire international qui augmente chaque année, donc le coréen qui me vieillit, non merci. Bon, mais écoute, je crois que j'ai assez parlé. Maintenant, ça va être à ton tour. On va faire un petit retour en arrière. Marion, on n'est pas obligé de partir de ta naissance. Ouais, ça va être long parce que Ouais, sinon ça va être très long. Non, on va juste essayer de faire un petit débrief sur qui tu étais avant de partir et comment tu en es arrivé à aller t'installer à Séoul. bon, alors ouais, en gros, moi je suis née dans une petite ville, on va dire une ville moyenne dans la Loire, en France, qui est située entre Saint-Étienne, Lyon et Clermont-Ferrand. Et fille unique, dans une famille tout à fait, on va dire, ordinaire. J'ai eu une éducation ordinaire, rien de bien fou, voilà, on va dire, dans ma jeunesse, mon adolescence, etc. Toujours passionnée d'autres choses, en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai toujours été un peu différente au milieu de mes amis, que ce soit en primaire, collège, lycée. Voilà, j'ai toujours été un petit peu à côté. J'aimais la musique que les gens n'aimaient pas. Voilà, j'aimais toutes les choses différentes. Ceci dit, jamais isolée, par contre. Voilà, soyons quand même clairs. Et après, arrivé à la fac, donc j'ai fait des études de communication et d'anglais. Ça a été aussi un premier déclic où je me suis retrouvée toute seule. J'avais 17 ans et j'étais pas assez mature. C'était très très compliqué pour moi. Donc du coup, j'ai pas terminé mes études et je suis revenue travailler. Voilà, en étant chez papa, maman, revenue travailler. Et après ça, je me suis rendu compte que la vie, que ce soit au bureau ou dans une autre entreprise, où à 8h, midi, 2h, non, c'était pas pour moi. Donc voilà, après tout ça, je suis partie dans l'immobilier. Et là, ça a été un deuxième petit déclic parce que c'est un métier très indépendant et je pouvais bouger tout le temps et prendre goût au voyage parce que du coup, j'avais du temps que je pouvais prendre quand je voulais, donc je pouvais voyager quand Et je de voulais. l'argent. Et de l'argent, pas facilement gagné, je tiens à le préciser quand même pour tous ceux qui voudraient faire de l'immobilier, ça tombe pas du ciel, faut travailler. Voilà. Mais voilà, et toujours le goût du voyage, ouais, ça c'est sûr. Pas mal de voyages faits à l'étranger. Un goût d'ailleurs, toujours. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que t'étais du genre à voyager seule, à voyager avec des amis, en famille? Est-ce que tu partais loin, pas loin? Alors voyager seule, ça m'est arrivé plutôt en Europe.
donc ce qui serait plutôt Angleterre ou Italie, voilà, ce genre de choses. Je suis partie seule une fois aux États-Unis, mais dans un groupe organisé, donc c'était seule, mais sans être trop seule, voilà, entre guillemets. Et après, j'ai plutôt emmené ma maman avec moi. Voilà, je l'ai prise sous mon aile, parce qu'elle était toute seule du coup, perdu mon papa il y a quelques années, donc j'ai pris ma maman sous le bras et je l'ai emmenée avec moi, en voyage un peu partout, Irlande, États-Unis, voilà, c'était sympa. Mais là, ce coup-là, Corée du Sud, vraiment toute seule, toute seule. Parce que justement, j'allais dire, est-ce qu'à un moment donné, tu avais déjà mis un pied dans ce côté du monde ou tu étais plutôt restée du côté américain et européen? Non, c'est vraiment ma première fois en Asie, c'était l'année dernière du coup, parce que je suis déjà venue en Corée l'année dernière, mais l'année dernière, c'était mon première fois en Asie, ouais. Mmh. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été ce déclic qui t'est dit, écoute Marion, maintenant, tu vas quitter la Loire et tu vas aller t'installer parce que tu es en Corée du Sud quand même. Ouais, c'est vrai que c'est un grand pas. Après, ça s'est joué beaucoup, pendant Covid. J'ai découvert la Corée, en fait, pendant Covid. Bon, j'ai découvert via la K-pop, hein, on va le dire, clairement, parce que j'avais du temps et que je suis tombée là-dessus. Et puis je me suis dit: «Tiens, la langue a l'air sympa», donc j'ai commencé à essayer d'apprendre un petit peu la langue moi, toute seule. Puis après je me suis dit: «Tiens, la nourriture a l'air bonne», voilà. Donc de fil en aiguille, je me suis dit: «Bon, bah, dès que je peux, faut que j'y aille pour voir, ce que c'est sur place, essayer d'apprendre la langue sur place». Donc c'est comme ça que je suis venue l'année dernière. Je suis venue juste, pendant 2 mois et demi, en touriste et en fait, j'ai tellement rencontré des gens, incroyables. Ici, l'année dernière, j'ai eu un choc, culturel tellement incroyable que j'ai mis mes fesses dans l'avion pour revenir en France et bah, je pleurais. Donc je me suis dit: «Bon, il va falloir que je revienne très, très vite». Voilà, très, très vite et bah, la décision, elle a été, immédiate, hein. C'est-à-dire que j'étais même pas partie, que je savais que j'allais déjà revenir pour plus longtemps et me revoilà ici maintenant. Ça, j'adore ce que tu dis, je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est souvent, je trouve que c'est bien d'aller voir, tu vois? Mais sans avoir des attentes que, je vais aller m'installer là-haut. Mais toi, tu es allée en vacances, mais sur des vacances longue durée, pas des vacances de 1 ou 2 semaines, parce que c'est dur de voir beaucoup de choses en 1 ou 2 semaines. Du coup, tu as quand même pris le temps en 2 mois et demi. Est-ce que tu avais contacté des gens en amont avant d'arriver sur place ou, tout s'est fait un peu au feeling? Alors, sur place, bon, moi, je suis arrivée avec, une personne que j'avais rencontrée via, les réseaux sociaux. On est venu parce qu'on s'est dit: «Tiens, on s'entend bien, on aime les mêmes choses». On voulait partir au même endroit, donc on s'est dit: «On va partager les frais». Après, on s'est pas super bien entendu, mais c'est pas grave. J'avais, pris des cours, en fait, dans une école, privée l'année dernière et du coup, ça m'a fait rencontrer des gens, des étrangers, bien sûr, sur place et c'était encore la période Covid, donc il y avait très, très peu de touristes et très, très peu d'étrangers, ici l'année dernière. Donc on a trouvé un petit groupe, très, très sympa avec qui j'ai toujours contact à l'heure actuelle. Une d'entre elles, c'est une de mes meilleures amies, c'est comme une sœur pour moi maintenant. Donc j'avais pas de contact avant, mais je m'en suis fait rapidement sur place et c'est toujours des gens qui sont là, maintenant. Est-ce que tu pourrais nous partager quel était le coût pour pouvoir justement faire des études? Parce que j'imagine que tu as dû payer de ta poche, tu as dit que c'était privé. Est-ce que ça coûte cher et puis combien de temps, ça dure? Alors moi, c'était une école privée, donc à bien différencier des universités sur lesquelles on peut aller. Moi, l'école privée en question, c'était vraiment à la carte. Donc, il y avait plusieurs sortes de cours. Je pouvais prendre la durée que je voulais, l'intensité aussi que je voulais. Donc moi, j'avais simplement pris, je crois que c'était 5 ou 6 semaines de cours, avec une intensité ordinaire, voilà, pas de cours supplémentaires, pas de one on one, voilà, c'était vraiment simple. Et pour ces 6 semaines, si je te dis pas de bêtises, j'avais dû payer environ 2 500 €. Donc c'est quand même un budget. À côté de ça, j'avais aussi besoin d'être sûre que l'accompagnement là-bas était vraiment top. C'est-à-dire que si j'avais besoin aussi pour des papiers, pour, ne serait-ce que d'imprimer des choses parce que quand je suis arrivée, je savais pas du tout comment on pouvait imprimer un papier. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des choses des fois, toutes bêtes, mais qui peuvent nous stresser et voilà, l'accompagnement était là. Il y avait aussi des activités avec eux. On allait dans les marchés à nourriture, voilà, on faisait des soirées ensemble, bowling et cetera. Donc voilà, c'était un package, mais par contre, c'est vrai que c'est un budget au niveau de l'école privée parce que j'étais sans visa, sans rien. Donc voilà, il y a pas de limite d'âge, il y a pas de limite de diplôme, il y a rien, donc c'était vraiment plus facile pour moi. Est-ce que du coup, c'est quand même une école que tu recommanderais? Puisqu'on pourrait mettre la description dans l'épisode si quelqu'un cherche ce genre d'informations. Oui, je recommande totalement, je pourrais te donner toutes les infos, si besoin, mais ouais, ouais, je recommande totalement, ils sont top. Tu dis c'est un budget et j'en suis sûre qu'il y en a plein qui se sont dit la même chose. Mais en même temps, moi, je me dis, on n'a aucune difficulté à aller acheter des voitures à 10 000 € ou des maisons dont je parlerai même pas le prix ou d'aller, je sais pas, enfin, tu vois, moi, je sais que j'ai aucune difficulté à acheter un billet d'avion à 1 500 € ou des choses comme ça. Donc là, tu te dis une expérience de 6 semaines à apprendre une langue.
Est-ce que c'est vraiment si cher payé? Je suis pas si sûre, parce que le fait que même aujourd'hui tu y vis encore et j'imagine que de parler un peu le coréen, même si j'ai cru lire qu'ils parlent quand même tous un peu anglais ou un petit peu à Séoul. Alors, ça c'est un gros point. Je suis contente que tu l'abordes parce que non, ils parlent pas anglais. Vraiment. C'est très très compliqué. Alors, ils parlent pas anglais. Je vais nuancer. Je pense que ils pourraient se débrouiller en anglais, mais il y a un système éducatif ici qui est très différent. Ils apprennent pas une langue comme nous on l'apprend. Ils apprennent tout à l'écrit, tout par QCM, donc forcément ils pratiquent pas, donc c'est très compliqué. Et du coup ils paniquent et ça se voit. C'est très très drôle là en soi parce que ça se voit quand on rentre dans un magasin, dans un café, ils se décomposent parce qu'ils nous voient arriver. Ils savent bien qu'on n'est pas coréen parce que notre tête, voilà, on n'est pas coréen. On arrive et on voit qu'ils se disent mince, je vais devoir parler anglais. Au secours, à l'aide. Voilà, ils sont en panique. Donc, je recommande vivement, mais très vivement, d'arriver. Si on veut faire quelque chose ici en Corée du Sud, il faut apprendre le coréen. Voilà, il y a pas de choix. C'est trop important parce que ça peut aussi poser problème, notamment pour l'administratif ou voilà ce genre de choses. Il y a certains quartiers, je dis pas, voilà, vous allez à Gangnam, vous allez à Hongdae, même à Itaewon, voilà, ces quartiers qui sont un peu plus cosmopolites où il y a plus de touristes. Bon, un peu plus de chance que quand même ils arrivent à se débrouiller. C'est comme si vous alliez à Paris ou voilà dans des grandes villes touristiques en France, on arrive à parler anglais, à voilà se débrouiller. Mais moi, par exemple, j'habite dans un petit quartier, il y a pas personne ne parle anglais ici, personne, personne. Donc pourtant je suis assez où là, mais voilà, c'est non non c'est obligatoire. Je me dis, eux qui sont tellement avancés, que ce soit sur la tech ou la chirurgie esthétique, ils n'ont pas réussi encore à se mettre un truc, à se greffer un appareil qui leur permet de... C'est vrai qu'ils sont tellement avancés, mais il faut savoir que la Corée du Sud, c'est un pays qui est assez jeune en fait dans son avancée. Dans l'histoire, le pays, comme il est actuel, il a 50 ans en fait. L'évolution que nous, on a depuis la Révolution française, depuis les années 1700-1800, eux, ils ont eu le même genre d'histoire, mais il y a 50 ans. Donc, il faut aussi être logique et se dire que ben, il y a certaines choses, oui, ils sont au top de la technologie. Moi, tous les jours, je vois des trucs, je me dis, oh, enfin, c'est la folie, ils sont trop intelligents, ils font des choses de fou. Et puis, d'un autre côté, ben ouais, ça reste très reculé et très ancien, quoi, voilà. Et l'anglais, non, tout le monde ne le parle pas. J'ai envie de rebondir sur le fait que tu disais qu'ils ont l'air de se décomposer, le fait qu'ils ont des QCM. J'ai lu un article qui était sur le site internet de French Radar. Je pourrais vous mettre le lien également dans la description du site, où c'est un Français qui était expatrié à Séoul depuis plusieurs années. Et il a dit, je cite, il y a une réelle différence culturelle de philosophie de vie entre les Français et les Coréens qui peuvent se montrer parfois très matérialistes et avoir une grande difficulté à penser par eux-mêmes sur beaucoup de sujets. J'ai trouvé que c'était assez... Enfin, ça m'a marqué le fait qu'ils disent avoir une grande difficulté à penser par eux-mêmes. Je me dis quand même, c'est un peu fort. C'est très juste. C'est très, très juste, je trouve, la façon dont c'est dit en plus. C'est assez compliqué à comprendre en plus de notre point de vue parce que nous, on est dans un surtout les Français, on est très indépendants dans notre façon de penser et très révolutionnaire et cetera. Mais ici, tout est sociétal, en fait. C'est-à-dire que, tout est pas pour l'apparence, mais en fait, si on rentre pas dans une case ici qui a été dictée par la société, on est foutu, en fait. Voilà, en gros, on est foutu. C'est-à-dire que si à 30 ans, on n'a pas, un travail, on n'est pas marié, on n'a pas un appartement, on n'a pas, un super bon salaire, on n'est pas beau, bah, c'est mort. Si tu as pas tout ça réuni dans ta vie, c'est foutu. Et ils sont très, alors, je vais dire un terme un peu, pas mouton, enfin, je sais pas comment. Il y a cette impression, voilà, de mouton, mais c'est pas péjoratif, hein, parce que c'est pas leur faute, c'est comme ça, c'est la société qui est comme ça. Ou quand il y a une mode, quand il y a quelque chose, voilà, qui est trendy, bah, tout de suite, voilà, on va voir les gens habillés tous de la même manière, avec tout le même. Imaginons que demain il y a des chaussures super à la mode, tout le monde va avoir ses chaussures. On parlait de chirurgie, j'ai une amie qui travaillait dans une clinique de chirurgie, elle m'a expliqué, tout le monde fait la même opération. Voilà, c'est les yeux, c'est les lèvres et le nez. Voilà, tout le monde rentre dans la même case dictée par la société. Voilà. Un petit peu flippant, mais du coup, quand il voit y arriver des personnes expats comme toi qui débarquent et qui sortent justement de ces cases, quelle est l'approche qu'ils ont ou comment ils réagissent quand tu essaies d'échanger avec eux ou de connecter avec eux? C'est toujours assez bienveillant quand même, je tiens à le dire. Surtout, j'y reviens quand on arrive même dans des interactions quotidiennes, à la supérette ou au café. Quand on arrive à parler un tout petit peu coréen, ils sont très contents. Ils sont très surpris, très contents. C'est quand même assez bienveillant. Alors je dis pas, il y a des moments où on a des regards un peu
Voilà, on a des regards, ça c'est sûr, tous les jours, ça c'est certain. On a des regards un peu pas de jugement parce que je pense qu'ils s'en fichent en fait, c'est une société assez individualiste encore une fois. Donc je pense que voilà, c'est compliqué de les aborder parce que c'est pas leur truc. Ils sont individualistes, chacun est dans sa vie et personne veut rentrer dans la vie des autres et tout le monde reste dans sa case. Donc ce qui se fait chez nous dans la rue, aller aborder quelqu'un comme ça, oh, bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Oula, ici, non, non, jamais. Jamais, mais en tout cas avec les étrangers, les Coréens sont, je trouve, moi, j'ai pas eu de mauvaise expérience. Ils sont quand même assez ouverts, ils sont toujours un peu curieux aussi de savoir d'où on vient, du moins pour les trentenaires, on va dire. En plus, j'ai cru lire qu'ils aimaient quand même énormément faire la fête et qu'il y a de quoi faire la nuit, que ce soit peut-être à Séoul et en dehors. Ouais, ouais, c'est très. La culture ici aussi est très différente. En fait, je pense qu'ils aiment faire la fête. Alors, si je peux me permettre de différencier vraiment les jeunes qui sont à l'université et les gens qui travaillent, qui sont dans des sociétés. Les jeunes à l'université, oui, bah, tous les soirs, on va les retrouver en boîte, et puis ils iront en cours le lendemain. Les boîtes de nuit sont ouvertes tous les jours ici. Enfin, voilà, c'est vraiment, même le dimanche, le lundi, voilà. C'est des fous. Voilà, ça, c'est des fous et ils boivent beaucoup en plus, donc voilà. Mais ici, pour ceux qui travaillent, la pression est telle, ils travaillent énormément et ils ont une pression, encore une fois, sociale, comme je te l'expliquais tout à l'heure. Ils ont besoin un peu, je pense, de ce moment où, après le boulot, ils sortent. Alors, il y a les repas d'entreprise qui se font beaucoup ici, où on n'a pas le choix, on est obligé d'y aller. Quand le patron dit, bah, ce soir, on va tous manger ensemble, d'accord, même si on est fatigué, non, c'est pas grave. On y va et puis on boit, parce que c'est comme ça. Quand le patron il dit Tine, et ben voilà, tu fais Tine, t'as pas le choix. Euh, c'est comme ça, et je pense que voilà, ils ont besoin de ce moment voilà, pour respirer après la journée, ouais, parce qu'ils travaillent vraiment, vraiment beaucoup. C'est très stressant la vie pour eux, ouais. D'ailleurs, j'ai complètement enfin, on est parti dans des conversations, mais je t'ai pas demandé du coup comment toi, tu as fait pour pouvoir repartir une deuxième fois? Donc tu es allé une première fois en vacances, mais la deuxième fois maintenant, il faut que tu aies un visa, j'imagine. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment tu t'es préparée, à cette deuxième visite? Tout à fait. Et bien, moi, je suis revenue là cette année avec un visa vacances-travail, donc le Working Holiday Visa, le H1, exactement. Il était fermé pendant la période Covid, mais il a été réouvert en mars du coup l'année dernière. Donc moi, j'ai juste entamé mes démarches en France. Ça a pris un petit peu de temps parce que aussi vu qu'il venait de rouvrir, c'était un peu compliqué avec les ambassades, voilà, les allers-retours de documents. Mais en soi, c'est vraiment pas un visa très compliqué à demander. J'ai dû mettre peut-être 3 mois en tout sur toutes les démarches à faire pour avoir ce visa-là. Et après, ce qui est pas mal avec ce visa, c'est que une fois qu'on l'a, pour les Français en tout cas, on a 1 an pour partir. Voilà, et il se déclenche au moment où on rentre sur le territoire coréen, en fait. Voilà. Donc moi, je suis partie, je crois 2 mois après l'avoir eu. Enfin voilà, c'était assez rapide. Et ce visa vous donne la possibilité il porte bien son nom, hein, c'est vraiment vacances-travail. Donc d'abord, c'est C'est le vacances. PVT en fait. C'est ça, c'est un PVT. Mais j'insiste bien sur le fait que si vous venez en Corée du Sud avec un PVT, il faut vraiment d'abord penser vacances. Parce qu'il y a tellement de choses à voir, tellement de villes à voir, tellement de choses à explorer que si on vient ici juste pour travailler, ben, en fait, vous allez bousiller votre PVT parce qu'on n'y a le droit qu'une fois dans le même pays. Donc, et ça nous donne le droit de travailler 25 heures par semaine pour les Français. Encore une fois, je tiens à préciser. 25 heures par semaine, exclu tout ce qui est milieu de la nuit, bar, boîte de nuit, voilà. Ah ça, c'est interdit. Ouais, c'est interdit. Bon, il y en a qui le font, hein. Il y a beaucoup qui le font, mais bon, c'est à vos risques et périls encore une fois, parce que si vous êtes, voilà, ça peut être radical si l'immigration est au courant. Donc, moi, je tiens à dire, essayez de rester dans les cases quand même si vous faites un PVT. Venez pas n'importe comment. Et puisqu'on en parle de l'organisation, j'aimerais bien revenir sur un point qui est le budget. Pour un PVT, ça va être très, très direct ce que je vais dire, mais venez avec au moins 20 000 euros dans votre poche. C'est clair et net parce que pourquoi? Parce que le visa en lui-même, il faut avoir 2 500, je crois, pour pouvoir l'avoir. Je sais pas si ça a changé depuis, mais enfin, c'était comme ça pour moi. Mais si vous venez avec 2 500 euros ici, vous êtes foutus parce que les loyers sont chers. La vie, bon, si on a envie de pas rester cloîtré chez soi, d'aller dans des cafés, d'aller dans des restos, de faire des musées, de faire des en un mois, les 2 500, ils sont partis. Voilà. Donc si vous voulez quand même avoir au moins 6 ou 7 mois tranquilles, pour pouvoir au moins, avant de travailler, profiter, ouais, pour moi, c'est 20 000 euros minimum parce qu'il y a beaucoup trop de choses à faire, beaucoup trop de villes à visiter.
et il faut pouvoir vivre, voilà. Maintenant, si le but, par contre, il est vraiment de venir et de travailler tout de suite, bon, bah là, à ce moment-là, c'est différent. Je te rejoins un peu là-dessus dans le sens où j'ai vu beaucoup de PVTistes arriver au Canada et foncer directement à chercher du travail, alors qu'en plus au Canada c'est valable 2 ans. Bon après ça peut être une stratégie, tu vois, tu travailles, tu mets de l'argent de côté et ensuite tu profites, ou alors tu profites et ensuite tu remets de l'argent de côté, l'un ou l'autre. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi dans le sens où il faut pas être que en mode. Enfin moi je regrette de pas pouvoir faire des PVT, je suis trop vieille, je peux plus en faire. Mais sincèrement, même, tu vois, même prendre le temps de voir dans quelle ville tu as envie, parce que peut-être que tu as pas envie de rester à Séoul, peut-être tu as envie d'aller ailleurs, de prendre le temps tu vois, de zoner un peu. Je trouve que c'est une belle, un beau conseil que tu dis. Est-ce que tu avais dû faire, par exemple, des démarches un peu particulières du type, visite médicale ou empreinte, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont spécifiques à la Corée? Il y a une, visite, médicale, enfin, une visite médicale obligatoire parce qu'il faut un certificat médical, mais ça, je crois bien que c'est pour tous les PVT. Pour la Corée du Sud, alors moi, j'avais déjà des vaccins à jour. Il y a rien d'obligatoire, mais il est vrai que souvent, les gens qui viennent en Corée peuvent être aussi parfois tentés d'aller faire un petit tour, bah, je sais pas moi, au Vietnam, au Japon, enfin voilà. Et là-bas, par contre, voilà, il y a certains vaccins qui sont quand même bien recommandés. Donc je dirais que les gens qui veulent aller en Asie en général, ce serait pas mal d'essayer de voir, contacter l'Institut Pasteur ou ce genre de choses, voir ce qui pourrait être recommandé pour certains pays. Parce que ce serait dommage de se retrouver, je sais pas, avec une fièvre jaune ou un truc comme ça, en plein milieu de son PVT. Mais pour la Corée, non, rien d'obligatoire ou de particulier à ce niveau-là. Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce témoignage. Libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite. Je te l'ai déjà mise en ligne. Si tu n'as pas le temps, je comprends parfaitement. C'est pour ça que je te l'ai coupé à un endroit stratégique. Et on te retrouvera plus tard pour la suite de son témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. À très vite!